Bonjour à tous et bienvenue sur l'Hémicycle TV pour une émission spéciale consacrée à la transformation digitale des services publics dans les territoires. L'enjeu est immense évidemment pour renforcer la cohésion numérique un peu partout en France. En 2018, l'État a développé une stratégie nationale pour un numérique inclusif, mais 4 ans plus tard, le travail reste immense. Alors avec nos invités, nous allons d'abord dresser un état des lieux des services publics dans les territoires avant de nous intéresser aux grands enjeux du numérique pour le citoyen. Et puis enfin, nous verrons les méthodes qui existent pour concrétiser l'offre, que ce soit en matière éducative ou en matière de santé, tout en assurant évidemment une sécurité optimale. Alors pour parler de tous ces sujets, j'accueille sur ce plateau Thierry Mandon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien secrétaire d'État à la simplification. Frédéric Faugère, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la division mobile chez Samsung. François Durovray, bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes président du département de l'Essonne. Et Philippe Folliot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur du Tarn. Alors, afin de bien comprendre de quoi on va parler, je vous propose qu'on démarre cette émission par des explications et une définition commune de ce qu'est la transformation digitale dans les services publics. Thierry Mandon, vous qui avez été à la tête de l'État, ancien secrétaire d'État, ancien ministre, qu'est-ce qu'on attend de la transformation digitale des services publics? On en attend d'abord normalement une plus grande à la fois proximité, facilité d'usage pour les citoyens d'un certain nombre de services publics de quelque nature qu'ils soient. Si on le fait, c'est parce qu'on pense que c'est une façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple pour ces citoyens d'accéder à certains services publics, qu'il s'agisse de l'école, la santé, les aides sociales. Donc on attend ça. On attend aussi, c'est un indicateur, enfin une attente qui est cachée, mais à tort, on attend aussi des économies sur le fonctionnement de l'État. C'est qu'on se dit finalement qu'il y a plein de services que l'État produit aujourd'hui qui pourraient être produits dans des meilleures conditions de confort pour les usagers et dans des meilleures conditions de coût pour la collectivité. Et donc le numérique, et c'est d'ailleurs une des difficultés, mais qu'on peut très bien comprendre, a été depuis le début pensé comme un moyen pour l'État aussi de faire des économies. Je prends un exemple tout bête, la question des déclarations fiscales qui ont été remplacées par maintenant un processus numérisé qui marche extraordinairement bien, a permis d'économiser plusieurs milliers de postes de fonctionnaires. Et donc il faut révéler, entre guillemets, publiquement cet enjeu pour comprendre que l'État fait des économies. Faisant des économies, peut-être qu'il peut servir d'une partie de celle-ci pour réinvestir. Et on viendra dans la discussion sur les politiques d'accompagnement des difficultés de la transformation numérique. Je pense que c'est ces objectifs-là, les objectifs principaux. Alors, on va demander à François Durovray et puis Philippe Folliot si vous avez la même définition en tant qu'acteur de terrain et responsable de collectivité locale. Tout à fait la même définition que Thierry Mandon. Je me permettrai juste de dire qu'en amont, si nous ne faisions pas la transformation numérique, on sortirait du 21e siècle. Enfin, la France sortirait vraiment de l'histoire. Et donc la question, elle ne se pose même pas. Et en revanche, en aval, on a un vrai enjeu, c'est que le numérique ne soit pas uniquement un outil, mais que nos concitoyens puissent se l'approprier. Et ça pose la question de rendre humain le numérique. Philippe Folliot ? Oui, je crois que c'est un enjeu, mais c'est aussi un enjeu d'aménagement du territoire. Parce qu'il y a une fracture territoriale dans notre pays entre le monde urbain et le monde rural. Et le numérique peut être ou un facteur d'accentuation de cette fracture, ou au contraire de réduction de cette fracture. Et donc c'est un des enjeux majeurs pour faire de telle sorte que le haut débit soit pour tous, partout, et qu'ensuite il puisse y avoir l'accessibilité de chacune et de chacun. Parce que l'électronisme est une réalité, c'est une réalité nationale, mais c'est une réalité plus particulièrement dans les secteurs ruraux. Et que donc dans ce cadre-là, il y a tout un effort d'accompagnement que nous devons faire et que nous devons mener pour faire de telle sorte que l'on puisse avancer. Cette fracture par rapport au service public est une réalité qui date. Moi, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, dans ma circonscription, du temps où j'étais député, dans le village de Laconne, pour ne pas le citer, nous avons créé une des premières maisons de services publics du pays. Et que donc, dans ce cadre-là, nous avons pu rapprocher les administrations des administrés et faire de telle sorte que, avec déjà à l'époque des premiers éléments relatifs à des visios, mais qui faisaient qu'à un moment donné, c'était plus facile pour un habitant de Castres ou d'Albi d'aller à Laconne pour pouvoir avoir un rendez-vous avec la CAF
que d'aller au bureau de la caisse d'allocation familiale d'Albi ou de Castres. Ça simplifiait les démarches. Je prends cet exemple. Et il peut y en avoir d'autres au travers des maisons France Service aujourd'hui qui se développent. Dans notre département du Tarn, il y en a 20, il y a un objectif de 25. Et c'est un élément de proximité tout à fait intéressant et qui va faire que, bien entendu, je partage ce qui était dit à l'instant, relatif au fait qu'il faut mettre de l'humain derrière cela. Et que les moyens que l'on va dégager j'aime pas ce terme anglo-saxon de back-office, mais pour le mettre au niveau du contact au public. Et ça, c'est un enjeu et un élément essentiel. Alors Frédéric Fauchard, vous êtes un acteur privilégié de l'État depuis une vingtaine d'années maintenant. Pour vous, ça se matérialise comment cette transformation digitale des services publics? Est-ce qu'il y a de l'humain effectivement derrière, comme le dit Philippe Folliot? Oui, alors d'abord, vu notre fenêtre, la transformation du service public par le numérique, c'est changer les moyens de délivrer un service aux citoyens en modifiant également les contenus. C'est la façon d'accéder à toute cette information. Et j'aime beaucoup l'exemple sur la déclaration fiscale qui a vraiment facilité, accéléré, simplifié et réduit les coûts. Est-ce qu'il y a de l'humain? Forcément, parce qu'on peut laisser personne sur le bord de la route dans ce genre d'étape. Et on sait qu'on a à peu près 13 millions de personnes qui n'ont pas accès forcément à audio débit ou qui sont à l'aise avec les approches numériques. On a également de nombreuses personnes qui sont en situation de handicap et qui ont du mal parfois à accéder aux services publics de l'État digitalisés. Donc ça, il faut également l'avoir à l'esprit. Et c'est là-dessus qu'on accompagne également l'État pour permettre justement d'implémenter leur vision et de donner accès au plus grand nombre à ces services publics revisités. Alors, il y a eu un rapport de la Banque des Territoires, François Durovray, qui est quand même assez édifiant. Ce rapport, il dit que 51% des personnes interrogées avaient renoncé à effectuer une démarche en ligne et que dont 68% à cause d'un manque de clarté dans la démarche. Est-ce que c'est ce que vous voyez sur les territoires? Est-ce que c'est ce que vous constatez, cet éloignement des personnes par rapport aux services publics digitalisés? Je pense qu'il y a deux questions en fait dans votre question. La première, c'est celle de la capacité de nos concitoyens, des usagers, de traiter la question, le numérique. Le département, comme tous les départements, ont la responsabilité des politiques sociales. Donc nous sommes en contact au quotidien avec des personnes qui sont plus éloignées de cette technologie. Et c'est évident qu'on doit former, entre guillemets, on doit lutter contre l'électronisme. Et il n'y a pas d'autre moyen, à mon sens, de lutter contre l'électronisme qu'en mettant des moyens humains d'accompagnement, de conseillers numériques. Nous le faisons dans mon département de l'Essonne comme dans d'autres territoires. Mais ça, c'est, j'allais dire, on peut au fil du temps lutter contre cet électronisme et faire en sorte que tout le monde ait accès à ces outils. Il y a un deuxième élément, c'est sans doute la complexité de nos procédures administratives. Si un certain nombre de nos concitoyens abandonnent la procédure, c'est que nous avons dans notre pays un goût immodéré pour la complexité et peut-être que le numérique doit être aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de se réinterroger sur la nécessité de l'ensemble de ces procédures. Alors, cette complexité, vous y avez été confronté, puisque vous étiez secrétaire d'État à la simplification. Vous avez essayé de vulgariser tout cela. Oui, alors moi, je suis parti pour à la fois revenir très précisément à ce qui vient d'être dit, qui est majeur, et à votre première question. Moi, je suis parti d'une idée, je ne suis pas resté assez longtemps pour arriver à la faire passer suffisamment, qu'il fallait rajouter un objectif aux objectifs dont j'ai parlé tout à l'heure, simplicité, rapidité, proximité, économie. Et que cet objectif devait devenir premier, c'est qu'il fallait servir du numérique pour transformer l'État. Il fallait commencer par l'objectif de transformation de l'État, donc de transformation des procédures. Et je vais vous donner deux exemples très concrets. Premièrement, un dispositif qu'on avait fait en 2015 ou 2016, qui était super, qui s'appelait mesaides.fr. C'était un dispositif qui permettait à n'importe quel Français, à n'importe quel moment, à part un logiciel approprié, de savoir les droits aux aides sociales qu'il avait. C'était un progrès considérable. Et il y a même eu des associations, je pense à l'association Voisins Malins, qui est née en Essonne, qui est une association formidable. Les gens se baladaient avec des tablettes et ils allaient dans les immeubles et ils montraient aux gens, mais regardez, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça. Sauf que, problème, on a fait ce produit, entre guillemets, ce logiciel, mais une fois que vous aviez droit à quelque chose, pas que vous tapiez la CAF, pas que vous tapiez la NPE, qui, elles, n'avaient pas changé leur procédure. Et vous rentriez
avec une simplicité incroyable dans à quoi j'ai droit, et ensuite, quand vous vouliez faire valoir vos droits, dans une complexité formidable. Ça plaide pour le prélèvement à la source, alors. Ben, ça plaide pour vraiment penser que ça doit transformer l'État d'abord, que simplifier. Enfin, deuxième exemple que je vais chercher en Géorgie. Je suis allé visiter en Géorgie un centre commercial dans lequel il y a l'administration pour la délivrance des passeports. Les passeports qui sont parfaitement sécurisés en Géorgie, parce que vu les problèmes géopolitiques qu'il y a, c'est très sécurisé. Vous arrivez à 10h le matin, ça ouvre, vous passez par le centre commercial à l'unité des passeports, vous faites vos courses, vous repassez 4 heures après, vous récupérez votre passeport. Pourquoi c'est pas possible en France? Quelles sont les raisons qui justifient que c'est pas possible? Même chose, retard de transformation de l'État qui fait qu'il y a une vraie difficulté à accélérer la numérisation, je pense. Mais parce qu'on ne part pas d'une page blanche. Et là, moi, je pense qu'il y a un exemple à l'étranger dont on devrait s'inspirer, c'est celui de l'Estonie. L'Estonie est un pays qui, après la chute du mur et de la disparition de l'URSS, a reconstruit la totalité de son administration et est parti de la question du numérique. Et aujourd'hui, en Estonie, vous faites la totalité de vos démarches à partir d'un seul site, à partir, évidemment, site qui est sécurisé, à partir d'un seul identifiant. Et vous n'avez pas la multiplicité aujourd'hui des tâches auxquelles nous sommes confrontés dans notre pays. Et il faudrait, je pense, prendre le temps, c'est dur de le dire alors qu'il y a une accélération du temps, mais il faudrait prendre le temps en France de dire on a une feuille blanche et comment on construit un système à une échéance évidemment la plus rapide possible, mais beaucoup plus simple. Mais pour ça, parce que je crois que là on touche un point central, pour ça il faut changer la représentation que les élites administratives ont du numérique. Le numérique, la numérisation, la digitalisation, c'est pas une commodité pour l'État. C'est pas pratique pour l'État. C'est pas quelque chose qui est fait pour être plus proche, qui est fait pour être plus simple, qui est fait pour faire des économies. Pour l'usager. C'est pas une commodité, c'est au contraire. Donc c'est pas commode, c'est pas confortable pour l'administration. Vous voyez, commode, confortable. C'est une révolution. Ça implique de se reposer complètement la question de ces modes d'intervention. Et donc c'est un déplacement conceptuel dans la tête de ceux qui décident, de ne pas voir le numérique comme une facilité, mais de le voir au contraire comme une grosse difficulté à surmonter. Oui, il y a eu une anticipation de l'État sur la préparation des services publics au numérique. Et je reviens sur l'appétence des citoyens pour le numérique. Votre étude, je pense qu'elle est parue juste avant la pandémie. Je peux vous assurer que 2 ans après la pandémie, les Français, ils ont trouvé un confort sur l'usage du numérique absolument incroyable, qui est passé par le paiement sans contact et également toute la dimension des QR codes. Le pass vaccinal a été quelque chose qui a permis de dématérialiser beaucoup de contraintes et qui les a rendus maintenant extrêmement exigeants sur les prochains développements dans de nouveaux services numériques. Et ça a été un accélérateur absolument incroyable. Mais vous, par exemple, vous êtes de plus en plus sollicité par les territoires pour développer cette offre numérique? Alors oui, si vous voulez un exemple, on avait eu la demande de la région Île-de-France pour permettre d'embarquer son pass Navigo sur un smartphone. C'était à ce moment-là une vision assez novatrice de ce que les barrières sanitaires allaient imposer 2 ou 3 ans plus tard. Et ça a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, vous ne retirez plus la capacité à un usager de badger avec son smartphone un accès au transport, ça c'est évident. Donc il y a toujours un peu d'anxiété, un peu d'appréhension, et lorsqu'on s'approprie les usages, on a envie d'aller toujours plus en avant. Donc on a beaucoup de demandes comme ça, de développement sur mesure pour accompagner les territoires dans l'exécution, dans leur vision. C'est quasiment à la carte. On va y revenir sur tout ça. Philippe Folliot. Oui, il me semble clair que quand on part de zéro, c'est par définition plus facile. Et l'exemple de l'Estonie est tout à fait intéressant par rapport à cela. C'est-à-dire que le système bancaire estonien n'a rien à voir avec le nôtre. Je veux dire, il n'y a pas de chèque. Le système de télécommunication non plus. Il n'y a pas de réseau filaire. Donc, ils sont passés une autre étape, avec un certain nombre de fragilités par rapport à cela. Parce que l'Estonie est le premier pays qui a été victime d'une cyberattaque de grande ampleur, qui a paralysé ce pays, donc il y a eu une dizaine d'années, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Mais pour le numérique, je crois qu'il y a 2 éléments. Il y a la capacité de pouvoir avoir le haut débit, on en parlera peut-être tout à l'heure, et les grands enjeux qu'il peut y avoir autour de cela. Et ensuite, la capacité d'un certain nombre de nos concitoyens à pouvoir accéder. Et là, c'est la problématique de l'accessibilité. C'est qu'aujourd'hui, ça paraît normal à tout le monde qu'il puisse y avoir des rampes d'accès pour les bâtiments publics, qu'il puisse y avoir tous les éléments en fonction des handicaps. Mais pour le numérique, ce n'est pas toujours le cas.
Et moi, je voudrais mettre en avant l'exemple d'une société, d'une jeune entreprise qui est domiciliée à Castres, Lysio pour ne pas la nommer, et qui a développé tout un tas d'outils pour faire de telle sorte que des personnes en situation de handicap, handicap visuel, handicap auditif, handicap cognitif, puissent avoir accès au site Internet et aux différentes informations. Et je l'ai mis en pratique dans mon propre site Internet pour faire de telle sorte que des personnes qui sont dans ces situations-là puissent donc avoir accès au numérique. Et ça, c'est un des éléments qu'il ne faut pas non plus oublier, parce que si certaines personnes, par rapport à l'âge, sont en difficulté parce qu'elles ont une certaine peur. Mais je crois, et on en parlait tout à l'heure, des jeunes aussi sont dans cette situation relative, j'allais dire, de peur par rapport au numérique, accès, ou tout au moins de ne pas être à l'aise. Et ça, c'est un élément que chacune et chacun, on a tous été confrontés à un moment ou à un autre dans notre vie face à cette situation d'être devant un écran et puis de ne pas avoir la facilité pour trouver le bon chemin pour arriver au bon endroit dans un bon cadre. Tous, là, les jeunes, quand même, ils devraient avoir une facilité à se servir de ces outils-là. Enfin, vous, par exemple, Frédéric Fauchère, vous n'avez pas l'impression que les jeunes ont pris le numérique, ils sont nés avec finalement. Pour eux, ça devrait être une facilité. On en parlait avec Thierry Mandon juste avant de prendre la parole sur le plateau. En fait, ils sont très à l'aise avec les outils digitaux pour aller sur les réseaux sociaux, pour échanger, partager avec leur entourage. En revanche, 29% des élèves qui sortent du cycle secondaire sont assez peu formés aux outils bureautiques qui leur permettront demain de travailler en entreprise. Et ça, c'est un sujet qui est assez lourd, parce que 30%, c'est énorme lorsque vous sortez du cycle secondaire. Alors, ceux qui partiront sur un cycle d'études supérieures et qui pourront être pris en charge avec des méthodes d'éducation numérique assez poussées, ça va bien se passer. Ceux qui décideront d'entrer tout de suite dans la vie active et qui se trouveront bloqués parce que 30% d'entre eux ne sont pas suffisamment bien formés à ces outils bureautiques, ça sera moins efficace. Ils seront plus éloignés. Effectivement, vous avez été ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc ces jeunes, vous les avez vus de près. Est-ce qu'effectivement, ils sont éloignés comme cela du numérique? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec ces outils-là? Est-ce qu'ils y ont accès déjà? Ça dépend lesquels, parce que dans les universités, maintenant, tout le monde vient avec son ordinateur. Donc, d'ailleurs, il y a même un retard d'équipement informatique des universités par rapport à l'usage, donc ça dépend lesquels. Mais c'est quand même c'est une question, je crois, majeure, parce qu'elle pose plein de sujets. Je confirme tout à fait le chiffre, il y a une unité de recherche à Toulouse, le LabEx Toulouse, sur les enjeux du numérique qui vient de sortir une étude qui montre très clairement que 30% des jeunes ont peur de faire leur démarche sur Internet, par numérique. 30%, alors qu'ils sont sur TikTok toute la journée, Facebook et compagnie. Donc, il y a quand même un sujet sur lequel il faut travailler, réfléchir. Il faut missionner des anthropologues À l'université, justement, c'est là qu'on doit apprendre aussi à se servir de ces Non, outils. je pense que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est un problème culturel, c'est-à-dire anthropologique. Je pense que quand on est jeune, qu'on a une identité fragile, mon hypothèse, en tout cas que je ferai tester par des chercheurs si l'opportunité m'était donnée, c'est quand on est jeune et qu'on a une identité en gestation ou à peine encore, on n'aime pas être découpé en rondelles par un algorithme. L'idée finalement qu'on est saisissable, complètement saisissable par un algorithme, et qu'on doit répondre à des questions et que finalement notre identité, voilà, c'est des tranches, c'est la même que... Tout le monde peut être découpé en tranches. Je pense que conceptuel... Enfin, vous voyez, c'est un... Non, mais si c'est ça, c'est pas un problème de réalisation parce que les professionnels ils savent faire du design numérique magnifiquement, ainsi de suite. C'est beaucoup. Donc il faut d'abord identifier, il ne faut pas aller trop vite. Dès qu'il y a un problème, on veut une solution maintenant. Au passage, culture du numérique, problème-solution. Non, d'abord il faut comprendre, vraiment. Je pense que dans la jeunesse, il y a aussi surtout une fracture, et une fracture, je dirais, sociale ou territoriale, par rapport au fait que, bien sûr, les jeunes qui sont issus de milieux éduqués, qui eux-mêmes sont à l'université. Pour eux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté. Mais pour ceux qui sont en situation d'échec scolaire, de difficulté, ou qui sont dans un environnement pour lequel il n'y a pas déjà ces cadres et ces éléments d'ouverture. Bien sûr, ils ont tous leur smartphone, mais ils l'utilisent à minima
pour aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais après, pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, il y a un enjeu qui est un enjeu majeur et pour lequel l'éducation nationale a un rôle à jouer par rapport à une forme d'éducation au numérique. Parce que sur Internet, il y a le meilleur, mais il y a aussi le pire. On le voit au travers de ces enjeux, je vais dire presque de santé publique ou sanitaire que pose l'accès à la pornographie ouvert à tout va, notamment par rapport aux jeunes. Et on est en train peut-être de déstructurer mentalement toute une génération par rapport à cela. Et donc, il y a des enjeux sur lesquels nous devons être vigilants et faire cette... je veux dire, cette éducation au numérique à certains égards. C'est un outil, mais il faut pouvoir bien l'utiliser et permettre aux jeunes de pouvoir le faire. Alors, Thierry Mandon et puis très vite, moi, je suis parfaitement d'accord, mais même si je pense que l'explication sociale est insuffisante, elle est réelle, hein, c'est pas contestable. Hein. Il y a encore une fois, il y a des jeunes qui ont des diplômes ou qui passent des diplômes, ils sont complètement mais elle est suffisante parce que elle aurait tendance à dire finalement c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas le capital culturel, parce qu'ils n'ont pas que ça marche pas. Je pense qu'il y a d'autres choses qui jouent. Il y a évidemment ça. Il y a aussi quelque chose qui relève du cloisonnement de l'intime et du public. L'appropriation de l'outil numérique à des fonctions intimes relationnelles, Facebook, TikTok, doit être protégée de l'utilisation, mentalement pour eux, du numérique comme outil de service et de service public, ouvert à tout va. Exactement. Finalement, c'est un objet intime, et je rejoins d'un mot ce qui vient d'être dit, j'ai fini, c'est un objet intime qui me permet de gérer ma sphère intime, et je veux pas, c'est inconscient, hein, je veux pas que ce soit un objet de plonger dans la société. Et là, comment on peut corriger ça? C'est en effet à l'école primaire et au collège, pour montrer que ça peut être, c'est un outil polyvalent qui peut tout à fait respecter votre part intime et en même temps vous permettre d'être intégré pleinement dans les services de la société. Nous progressons et convergeons dans les discussions. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que la première des choses, c'est l'infrastructure, et il faut qu'il y ait l'infrastructure pour que tout le monde ait accès. Qu'ensuite, il y a la question de l'équipement, on n'y est pas encore tout à fait. Dans mon département, nous avons fait le choix d'équiper d'ordinateurs tous les élèves de 6e, mais il va falloir, dans les années qui viennent, que l'ensemble de la population, et notamment des jeunes, puissent être confrontés à l'outil numérique. Et derrière, il y a la question de l'usage, et je partage ce qui a été dit évidemment sur la confiance. Pourquoi? Parce que les jeunes, en fait, ont eu un rapport au numérique qui pouvait être désagréable. Du harcèlement ou d'autres formes qui est assez complexe, contre lesquelles, évidemment, nous luttons. Aujourd'hui, dans les collèges, le département accompagne l'éducation nationale sur les fake news, sur le harcèlement, le cyberharcèlement, etc. Et évidemment, il faut qu'on travaille là-dessus. Mais derrière, et je rejoins complètement ce qui a été dit, il y a une question sociologique, anthropologique sur la confiance sur l'ensemble du système. On est capable de mettre des données et des informations sur sa vie intime, et d'ailleurs c'est assez paradoxal, sur des réseaux sociaux, mais on n'a pas forcément confiance sur notre capacité à mettre d'autres éléments. Et là, ça pose, d'ailleurs, on revient peut-être à l'Estonie et au système X-Word qui a été mis en place par l'État. Je ne sais pas si dans notre pays, nos concitoyens auraient confiance dans un système transparent et sécurisé mis en place par l'État. Parce que le rapport de nos citoyens à l'État est peut-être plus complexe que dans notre pays. On va demander à Frédéric Faucher, parce que vous devez avoir des réponses là-dessus sur cette... C'est clair. En fait, tout cela appelle au sujet de l'encadrement des usages, et qu'on doit prôner une technologie au service de l'usage et surtout pas l'inverse. Et que notre responsabilité, nous, à producteurs, industriels de terminaux, c'est de faire en sorte que, bien évidemment, ces terminaux soient sécurisés du mieux possible, dans les strictes directions de l'État, en l'occurrence sur ses souhaits sécuritaires, et puis de permettre à travers des programmes éducatifs comme eJunior qu'on a lancé très récemment, de pouvoir, dès l'enfance, permettre aux enfants, aux parents, aux professeurs, de leur apprendre à encadrer les usages, d'avoir sur nos terminaux des modes enfants qui permettent de déverrouiller des accès à certains sites qui sont décidés ou des applications de réseaux sociaux, et à nouveau d'encadrer ces usages et de former et les parents, on a besoin de les former pour les protéger leurs enfants, il faut qu'ils soient formés, qu'ils soient un peu conscients qu'il y a des choses à faire qui sont assez simples pour les protéger, et puis intégrer dès les écoles primaires ce genre de démarche pour que, à nouveau, tout le monde soit bien fédéré et bien conscient. Samsung peut assurer cette sécurité, cette protection des données, Alors, oui, tout cela, vous êtes en capacité de le faire. Ça c'est notre positionnement sur la sécurité. On est aujourd'hui certifié par l'ANSSI sur les bonnes pratiques et sur la sécurisation des terminaux, donc ça c'est très simple. Lorsqu'on parle d'usage,
qui est laissé à l'appréciation des utilisateurs, c'est là où il faut des bonnes pratiques, de la formation, de l'évangélisation, pour qu'il y ait une prise de conscience collective et qu'on puisse à ce moment-là supporter en déployant des programmes. Je crois qu'il y a des éléments aussi qui interpellent et qui font qu'y compris par rapport à nos jeunes compatriotes, il y a des éléments d'interrogation. Plusieurs. Tout d'abord, c'est l'extraordinaire pouvoir des GAFA. Et ils en ont conscience. Et que donc, dans ce cadre-là, c'est ce, par rapport à ce que disait Thierry Mandon à l'instant, et qui est tout à fait vrai, qui suscite un élément d'interrogation, de méfiance, voire d'inquiétude. Mais c'est aussi la conscience du fait que dans certains pays, il y a un usage de l'outil numérique pour assurer un contrôle des populations qui interpelle. Et nous savons tous que dans certains pays asiatiques ou en Russie ou autres, c'est quelque chose qui est une réalité. Et que donc, finalement, c'est l'avenir de notre modèle et de notre modèle démocratique qui se pose aussi derrière tout cela. C'est-à-dire que nous sommes à un changement d'ère de société, peut-être à certains égards, et qu'on sait d'où on part, on ne sait pas où on va, on voit à peu près, ça peut être très bien, mais comme ça peut être terrible. Et c'est cette incertitude. Alors après, ça dépendra aussi de la capacité des jeunes à pouvoir se mobiliser pour faire de telle sorte qu'il y ait des garde-fous qui puissent être faits pour que nous restions dans un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement compatible avec notre cadre démographique. Ensuite, sur un élément aussi au regard des contradictions que nous pouvons avoir. Parce que c'est vrai que l'accès au numérique est très lié au débit. Et le haut débit pour tous, c'est un enjeu. Mais concrètement, dans le Tarn, par exemple, tout le monde a accès au débit. Vous avez alors, la 5G, le département a lancé un programme, ainsi que les deux agglomérations d'Albi et de Castres, avec deux opérateurs différents. Les choses avancent. Normalement, fin de 2022, tout le monde devrait avoir accès. Avec la pandémie, ça a pris du retard. Mais il y a un certain nombre de conséquences. C'est-à-dire que par rapport, y compris à l'appel d'offres qui a été fait, à ce qui a été l'opérateur qui a été choisi, pour faire l'économie, on a décidé d'amener la fibre partout en aérien, c'est-à-dire avec des poteaux. On a passé des décennies par des programmes d'effacement et pour mettre en souterrain les réseaux, et on a enfoui le réseau électrique et le réseau filaire télécom, et puis maintenant on replante des poteaux un peu partout. Ce qui interpelle un certain nombre de nos concitoyens qui veulent avoir le haut débit, mais qui ne veulent pas avoir de poteaux devant chez eux. Donc c'est une des difficultés, une des contraintes. Après, il y a des... Thierry Mandon ? Non, peut-être, je pense que mon voisin de droite est plus pour cette expérience. Il a mené une expérience absolument remarquable, enfin plus qu'une expérience, une mise en œuvre remarquable sur ce sujet-là. Chaque territoire, c'est vrai que dans notre pays, il y a une concurrence totale sur les zones les plus denses, il y a un monopole privé sur les zones moyennement denses, et les départements ont la responsabilité des zones rurales, entre guillemets. Pour le département de l'Essonne, c'est 125 000 foyers qui sont aujourd'hui raccordés, et c'est vrai qu'on l'a fait à marche forcée, on a eu la chance de pouvoir avoir des partenaires solides, mais c'est vrai qu'on a eu évidemment ces questions liées au respect des paysages, et nous avons fait le choix pour notre part d'enfouir tout ce qui pouvait être enfoui et de rester en aérien uniquement sur les parties finales où il y avait déjà des poteaux. Mais ça fait partie aussi de l'intégration et de l'acceptation par nos concitoyens de la fibre. Alors il y a, Frédéric Faugère, l'idée qu'il faut couvrir effectivement tout le territoire pour que tout le monde y ait accès, mais il y a aussi l'idée que cette transformation numérique dans les territoires, elle doit s'accompagner. Est-ce que vous avez l'impression que l'État met le paquet, j'ai envie de dire, là-dessus? On parle beaucoup de la French Tech. Est-ce que là, pour la transformation des services publics dans les territoires, il y a aussi les mêmes moyens, la même envie? Alors, la French Tech, pour moi, c'est un peu à part de la transformation numérique du service public. D'abord, l'État doit développer une vision de ce qu'il veut faire sur cette transformation numérique. Et je trouve qu'elle est plutôt bien structurée, bien développée. Ensuite, il y a une impulsion économique à donner. On a vu, à travers le plan France Relance, à travers France 2030, qu'il y a une multitude d'initiatives et d'investissements qui sont menés. Et ça, c'est vraiment à remarquer parce que c'est extrêmement fort.
Ensuite va arriver le sujet de l'exécution. Parce que cette transformation numérique, elle ne se fait pas toute seule. Et là, je laisserai François Durouret rebondir, mais il faut que l'État ait bien conscience qu'il est essentiel d'avoir un équilibre parfait entre la centralisation, qui réfléchit, qui développe la vision, et la décentralisation, parce que derrière, ce sont les territoires qui mettent en œuvre sur énormément de sujets pour les citoyens cette vision, ou la leur, puisque les territoires ont également l'autonomie pour développer leur vision. C'est qui votre interlocuteur? Moi, c'est tout le monde. C'est ce qui rend les choses très compliquées. C'est que d'un côté, on va dire, la centralisation me demande de réfléchir sur comment les accompagner sur leur stratégie de cybersécurité, de communication sécurisée, voire de numérique éducatif. Et ensuite, je discute avec les territoires pour savoir quels sont les besoins exacts qu'ils ont, quelles sont leurs décisions en matière de numérique éducatif, puisque ça relève de la décision des territoires en accord avec les académies, par exemple, sur ce sujet du numérique éducatif. Et donc, j'ai autant de discussions à mener qu'il y a de départements en France. Et donc, ça rend les choses pas forcément toujours faciles pour l'industriel qui veut les accompagner dans ce développement. Mais on a bien compris que ça se passait dans les territoires en termes d'application et d'exécution de cette transformation numérique. Thierry Mandon, il faudrait simplifier tout cela pour qu'on sache à qui s'adresser finalement. Oui, mais ça pose la question de l'architecture de la puissance publique aujourd'hui, du rôle des acteurs. Donc l'État a mis en place des dispositifs financiers pour accompagner les communes, mais enfin il a quand même beaucoup de mal à dire aux gars faites et on va vous aider à faire, aux territoires. Mais surtout parce que il n'est pas là où il n'est pas assez là où on l'attend. Et là où on l'attend, c'est évidemment faire en sorte que le Tarn et l'Essonne, les moyens soient à peu près égaux pour mettre de la fibre partout. Et c'est un sujet, parce que lui, il est relativement riche et le Tarn, il est relativement pauvre. Mais c'est surtout, et c'était, vous le disiez tout à l'heure avec raison, je pense que l'État, il n'est pas assez dans la création de la confiance autour de cet outil. Et je vais y venir d'un mot. En gros, on est dans la vision du Far West, de l'Eldorado. Le numérique, génial, on y va à fond les ballons, ça va permettre de... Très bien. Mais pèsent 2 ou 3 risques considérables qui sont évoqués par-ci, par-là, sur le développement du numérique, qui doivent être pris en charge par l'État et par lui seul, parce que ça, personne ne peut le faire. Premièrement, le bilan carbone. Comment on fait pour faire un numérique qui, aujourd'hui, c'est 5% des émissions carbone du pays. Les projections, c'est 10-12 bientôt. Comment on fait pour avoir un numérique le moins, entre guillemets, toxique possible? C'est un vrai sujet qu'il faut affronter avec les industriels qui sont prêts à le faire. Mais il faut, parce que ces gens-là vont monter et ça viendra tôt ou tard. Deuxièmement, la cybersécurité, la sécurité. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, on est suffisamment protégé. On est protégé, on fait attention à labellisme. Enfin, par rapport à ce qui vient, les enjeux autour du numérique, il y a vraiment intérêt, et la place que ça prend dans la vie collective, il y a vraiment intérêt à être, ça c'est aussi à l'État. Troisièmement, le Léviathan, ce que vous disiez d'un mot, c'est-à-dire le contrôle, quelle garantie, comment on fait de manière transparente pour que ça ne devienne pas... Voilà. Ça, l'État, alors là pour le coup, personne d'autre peut faire ça. C'est là-dessus qu'il doit faire. Il doit mettre de l'argent disponible pour équilibrer les chances des territoires, et ensuite il laisse faire les territoires, et ça va très bien marcher. Alors les territoires, justement, vous avez des demandes propres, chacun, que vous formulez à des acteurs comme Samsung, par exemple? Je rejoins d'abord tout ce que Thierry Mandon a pu dire, avec peut-être un élément complémentaire, c'est qu'il manque une stratégie globale. La mise en œuvre, c'est clairement aux collectivités de le faire, mais il faut aussi que l'État dise... Alors, il y a eu beaucoup de choses de faites, et les gouvernements, d'ailleurs, successivement, ont commencé à définir cette stratégie. Mais on a à la fois dans la mise en œuvre de cette stratégie, compte tenu des questions de péréquation, mais également sur certaines questions, on est encore un peu dans le vide. Nous, au niveau des territoires, on a 2 sujets. On a comment développer les usages numériques, j'allais dire, vis-à-vis des corps intermédiaires, et comment on fait d'embarquer tout le territoire sur ces usages numériques dans une logique d'économie, mais aussi d'écologie. Par exemple, dans notre département, nous avons fait le choix d'équiper les 194 communes, y compris le village de 67 habitants, de fibres propriétaires pour derrière développer de la télégestion pour les bâtiments. On va jusqu'au cimetière pour, par exemple, faire l'ouverture, la fermeture du cimetière. Et puis derrière, l'ensemble de l'architecture pour des services publics qui sont nécessaires aux collectivités. Et puis derrière se posera la question de la mutualisation, entre guillemets, des services publics.
Est-ce que demain, on sera capable, à l'échelle d'un territoire comme l'Essonne, mais j'aurais envie de dire que c'est transparent et qu'il faudrait que ce soit à l'échelle de l'ensemble du territoire, que pour nos concitoyens, aller à l'école communale, réserver sa cantine à l'école communale, sa piscine auprès de l'intercommunalité, son dossier RSA auprès du département ou que sais-je, ça soit avec une seule carte, un seul mot de passe, et qu'il y ait la capacité d'une très grande transparence et d'une très grande fluidité pour les usages. Nous, on y travaille à l'échelle du département de l'Essonne. Il faut embarquer les communes, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis, au-delà de l'Essonne... C'est une demande des administrés, ça, par exemple? Moi, ils le souhaitent, je pense qu'ils ne perçoivent pas encore la totalité de l'enjeu que ça représente. Mais enfin, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'agissant du Covid et de l'application qui a été créée, une fois que c'est créé, nos concitoyens ne vont plus s'en passer. Et ça va devenir vraiment quelque chose d'indispensable. Vous dire, mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? Et là, je pense qu'il y a urgence. Je crois qu'il y a un élément... Vous avez les mêmes demandes, les mêmes besoins, vous, dans le Tarn que dans l'Essonne? Tout à fait. Et avec un élément de satisfecit quand même par rapport à cela, c'est que pour une fois, on est sorti des logiques uniquement démographiques. Parce que il n'y avait rien de plus qui pouvait être irritant pour nombre de populations rurales. Je pense par exemple quand il s'est agi du déploiement de la téléphonie mobile, avec les grandes annonces des opérateurs, nous couvrons 97% de la population française. Mais les 3%, c'était toujours les mêmes. C'est-à-dire ceux qui sont sur les 10 ou 15% du territoire national le plus reculé, là où il y a le plus faible la plus faible densité de population, souvent dans des zones de montagne, parce que c'est plus difficile. Et ça, c'était un facteur irritant majeur. Et donc, là, on aura un accès qui sera à peu près synchronisé pour tout le monde. Et ça, c'est un élément positif. Ensuite, il est clair que par rapport à la notion d'accès, il faut essayer d'encourager un certain nombre d'initiatives. Alors, dans notre département, il y a des initiatives relatives pour l'accès aux services publics, avec ce qu'on appelle, je pense dans ma communauté de communes, le Landou 2.0, qui est une camionnette qui va dans tous les villages au plus près des habitants avec les outils numériques, par le biais du satellite, puisque des endroits les connexions sont difficiles, pour pouvoir permettre l'accès donc aux services. C'est aussi des initiatives qui peuvent être mises en place au travers des points d'accès numériques développés en partenariat avec la Poste, notamment dans les maisons France Service, avec un ordinateur, un endroit dédié, et avec la nécessité, moi je vois nombre de communes dans mon département qui ont cela, mettent à disposition à certaines heures les secrétaires de mairie pour aider et accompagner celles et ceux qui sont les plus en difficulté pour pouvoir accéder à cela. Il y a des associations qui travaillent par rapport à cela et qui essayent, dans un cadre d'un schéma intergénérationnel, d'accompagner celles et ceux qui ont des difficultés. Donc voilà, ça bouillonne d'initiatives, mais en tout état de cause, c'est effectivement un enjeu qui va être un enjeu majeur pour les années à venir, pour faire de telle sorte qu'on puisse réduire cette fracture numérique sur un plan social, mais aussi sur un plan territorial, parce que c'est un élément de cohésion de notre pays qui est en jeu. Frédéric Fauchère, par rapport à toutes les demandes et les besoins que vous entendez sur les territoires, vous pouvez répondre à tout cela. Est-ce que vous essayez de développer encore d'autres possibilités d'aide et à quel niveau? Alors, on répond presque à tout. C'est-à-dire que pour les sujets de fibre, de couverture, de réseau, etc., ça, c'est pas chez moi. Non. En revanche... On essaye d'accompagner les territoires sur les sujets qui sont des grands enjeux, par exemple pour le département autour du numérique éducatif, du mieux vieillir, des questions de dépendance, de soins à domicile, de télémédecine. Je connais très peu de départements qui ne me disent pas j'ai un problème de désertification médicale, j'ai besoin de mettre en place des solutions de télémédecine. À ce moment-là, on essaie de leur apporter une vision de ce qu'on peut imaginer et de fédérer autour de nous un écosystème d'une centaine d'entreprises, certaines sont dans le Tarn, pour leur apporter des solutions clés en main qu'ils auront le choix de sélectionner ou qu'ils auront le choix de mettre en concurrence sur d'autres types de solutions qu'ils ont imaginées de leur côté,
pour qu'on arrive avec vraiment une solution globale qui adresse l'ensemble du problème. Concrètement, c'est quoi? C'est le dossier numérique? C'est la télémédecine? Oui, alors concrètement, la télémédecine, lorsqu'on parle de maintien des personnes âgées à domicile, ce sont des systèmes de détection de chute, des systèmes de visioconférence qui permettent à la fois aux familles et aux soignants d'être toujours à leur côté tout le temps, jour et nuit, de communiquer également avec leur famille et de partager avec les familles des personnes âgées tout leur dossier médical, les diagnostics, les constantes, voilà, et ça appelle à la fois à des solutions logicielles adaptées et à une capacité à les transmettre. C'est un peu là où c'est on clair, intervient. la population vieillit, la dépendance, c'est important. C'est des demandes aussi que vous avez sur vos territoires, la Oui, télémédecine, bien matière de entendu, santé. d'autant il y a des plus que attentes nous fortes. avons une chance, c'est que la première école d'ingénieurs de e-santé de France est installée à Castres dans le département du Tarn et qu'il y a tout un écosystème qui se crée autour de cela pour essayer d'accompagner, de répondre aux besoins des populations. Et moi, je vois qu'il y a des initiatives dans mon département, dans la commune de Viane, la commune de Cordes, où il n'y a pas de médecins, ou des difficultés d'accès aux soins. Bien, il y a des cabines de consultation qui ont été mises en place, donc dans la maison France Service ou à la mairie, et avec des capacités, des facilités d'usage qui sont somme toute assez intéressantes, avec des systèmes de capteurs, etc., où on peut prendre à distance votre tension et tous ces éléments. Il est clair que ça ne remplacera pas le médecin généraliste. Mais en tout état de cause, ça peut être à un moment donné une solution qui soit une solution temporaire, en attendant qu'un médecin généraliste puisse s'installer, ou une solution complémentaire. C'est-à-dire que vous avez le médecin généraliste, mais aussi pour consulter un spécialiste qui est beaucoup plus loin, ça peut être un élément d'opportunité. Et je voudrais dire simplement que ces questions relatives à la démographie médicale et à cet accès aux soins et à l'impact du numérique par rapport à cela n'est pas qu'un phénomène rural. Dans mon département, une ville comme Groyer, donc 12 000 habitants, et bien sûr sur Groyer, aujourd'hui il reste 4 médecins généralistes, il y en avait une douzaine à l'époque, et il y a des milliers de nos concitoyens qui n'ont pas de médecins référents, parce que les quelques-uns qui restent sont totalement débordés, et donc avec cette nécessité d'essayer de faire de telle sorte que par le biais du numérique, on puisse trouver une solution, ne serait-ce que temporaire. Vous êtes dans un département qui est plus urbain, ça vous touche également et cette offre-là, elle se développe? Oui, et je voudrais prendre peut-être 2 exemples pour dire comment on avance et en quoi les départements sont, à mon sens, l'institution qui peut fédérer l'ensemble. Le domaine de l'éducation qui a été évoqué tout à l'heure. Très clairement, aujourd'hui, nous avons un enjeu pour avoir une fluidité des outils et des usages depuis le premier degré jusqu'à la fin de la scolarité. Concrètement, on travaille avec l'éducation nationale, on a choisi des dispositifs qui sont communs à ceux de la région. On a donc déjà sur tout le secondaire une lisibilité qui me semble évidente pour l'ensemble du territoire. Et nous, notre enjeu, c'est d'embarquer les communes et de faire en sorte que les communes s'équipent, utilisent les mêmes systèmes et qu'on sécurise et qu'on aide, qu'on accompagne à la fois en ingénierie mais aussi sur les usages, la capacité à offrir des outils éducatifs. L'autre sujet, c'est celui du vieillissement et de l'enjeu que représente l'aide à domicile et le bien vieillir à domicile. Là aussi, ça fait partie des compétences du département. Il y a énormément d'innovations qui existent dans le domaine de doméotique, d'équipement de l'habitat et de services. Alors, on tâtonne encore, parce qu'il y a des choses qu'on expérimente. On se rend compte que les usagers ne sont pas faits, enfin, ont encore des réticences. Il y en a d'autres où, au contraire, moi, je suis très surpris que dans les EHPAD, des dispositifs anti-chute ou des gens qui tombent de leur lit, c'est accepté et les familles acceptent l'intrusion du numérique dans les chambres. Enfin, l'intrusion, excusez-moi le terme, mais c'est comme ça que ça pourrait être vécu. Et puis, à côté de ça, à l'habitat individuel, je pense qu'on n'a pas encore trouvé exactement les bons moyens pour massifier et pour rendre plus lisible et facile l'arrivée du numérique. Alors, même si ça se fait aujourd'hui sur la téléassistance, sur quelques objets, mais il faut qu'on invente la maison connectée de demain pour bien vieillir. Et ça, on tâtonne encore un peu. L'État doit lâcher prise, ça doit être complètement décentralisé, tous ces besoins en numérique?
Alors, ça doit être à la fois décentralisé, notamment sur les expérimentations, parce qu'il y en a plein et le seul terrain peut les mettre en place. Et en revanche, il faut avoir une sorte de banque des expériences et mettre de la matière grise sur cette banque des expériences. Je prends 2 exemples qui sont là au cœur de la discussion qu'on vient d'avoir sur la santé, sur l'éducation. Sur la santé, il se trouve qu'on a été amené à faire un travail auprès de différents types de médecins, des spécialistes, des généralistes et des spécialistes, sur le numérique comme solution, transitoire ou pas transitoire. Et c'est très différent selon les disciplines. Je prends un exemple tout bête, la dermatologie. Ça ne marche pas, le numérique. Si vous avez une petite allergie de la peau, même vous pouvez faire de la téléconsultation, ça ne marche pas. Donc il ne faut pas confondre la solution et la réponse. C'est 2 mots qui sont différents. C'est une solution à l'absence de médecin, ce n'est pas la réponse à la médecine de demain. Et ça, c'est pour l'éducation. Pour l'éducation, c'est la même chose. Le CNAM, qui est le premier organisme français de formation, fait beaucoup maintenant de formation par tutoriel ou distanciel. Quand vous apprenez la compta en distanciel, il n'y a aucun problème. Vous avez quasiment jamais besoin d'aller en cours. Quand vous apprenez à utiliser les robots pour l'usine du futur, vous avez besoin de présentiel. Là aussi, donc c'est une solution, ce n'est pas la réponse. Et donc il y a sûrement, je parlais tout à l'heure d'Eldorado, avec les industriels du secteur qui quand même sont à la fois des gens performants et lucides et intelligents, et avec la puissance publique, qu'elle soit territoriale ou nationale, une réflexion sur un nouvel équilibre à trouver entre la technologie et, pour faire simple, disons, l'humain. Voilà. Et là, on n'y est pas. D'ailleurs, il n'y a pas là non plus une réponse, hein, c'est sûrement variable, mais il faut remettre un peu de temps long. Et dans tout ça, de se poser, parler pour le coup, discuter, échanger pour vraiment bien cadrer ce qu'on doit attendre du numérique, et beaucoup, et pour que ça marche bien, comment finalement il y a aussi la présence, l'humain, comment dans une nouvelle intervention publique, là on n'y est pas encore. C'est des réflexions que vous avez aussi chez Samsung d'accompagner aussi l'humain pour que ce ne soit pas juste un outil numérique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À un moment donné, on a bien conscience que la technologie est au service de l'usage et qu'elle permet de sublimer les usages. Donc une manière de remplacer des compétences humaines. En revanche, s'appuyer sur des nouvelles technos pour aller toujours un peu plus loin, un peu plus vite, un peu plus efficacement, ça c'est essentiel. Mais la transformation du service public pour un nouveau service public, en partie grâce au numérique, fait appel de toute façon à toutes les compétences qu'on peut imaginer. Maintenant, l'important, c'est de s'approprier ces technologies pour en faire quelque chose d'un peu plus efficace. Et on sait que l'école de demain s'appuie de plus en plus sur le numérique. Vous avez des solutions en matière éducative ? Alors, on a des partenaires qui ont des solutions extrêmement développées pour, à nouveau, encadrer les usages. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, lorsque je discute avec des vice-présidents en charge des collèges dans les départements, ne prenez pas uniquement un terminal pour aller vous appuyer dessus pour enseigner. Les professeurs ne sont pas des directeurs informatiques, donc ils ont besoin d'être accompagnés pour paramétrer ces produits. Et ils ont besoin de solutions de gestion de classe pour justement développer leur approche pédagogique et surtout pas remplacer leurs approches. Et là aussi, on a besoin de fédérer tout un tas de parties prenantes autour de ces projets pour équiper notamment les étudiants dans les collèges, pour que tout le monde soit embarqué dans ce projet. Et j'ai l'habitude de dire qu'on laisse toujours un peu de côté les professeurs sur la partie formation. Et alors, qui doit intervenir sur ce sujet de la formation? Mais lorsque ce n'est pas fait, c'est généralement un échec. Donc voilà, c'est un message que je passe pour les collectivités. Pensez à cette approche de formation. Et là aussi, nous, on est tout à fait en mesure de préparer des modules. Mais à un moment donné, qui doit décider entre l'académie, l'établissement, la collectivité? Voilà, c'est un message qui est donné en tout cas. On approche de la fin de cette émission. Pour conclure, je voudrais vous demander à chacun quelle serait pour vous, par exemple, la réforme prioritaire qu'il faudrait mener dans le pays, au niveau de votre collectivité, par exemple? Pour moi, pas de réforme. L'enjeu, c'est vraiment d'humaniser le numérique. On a une révolution qui est très différente de la révolution industrielle avant, où c'était la machine qui était de plus en plus puissante. Là, on voit bien qu'il y a un objet qui va nous permettre d'accélérer les mutations et
et qui est un prolongement de la révolution précédente, mais on est sur quelque chose de différent, parce que ça touche aussi à l'intelligence, ça touche à notre rapport d'humain. Et je pense que le vrai enjeu, c'est d'humaniser, de trouver un numérique qui soit européen, entre guillemets, par rapport à des démarches qui sont soit plus mercantiles de l'autre côté de l'Atlantique, soit plus autoritaires à l'Est. Et ça, il n'y a pas besoin de réforme, il y a besoin de réflexion, de discussion et de réfléchir à une architecture globale. Philippe Olliot. Oui, je ne serai pas très original parce que je crois aussi que les enjeux ils sont tout à fait résumés par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense que pour moi, l'essentiel, c'est aussi de mettre de l'humain par rapport à ce cadre d'accompagnement. C'est-à-dire que voilà, il y a l'écran, et puis entre l'écran et l'individu, pour certains de nos concitoyens, eh bien, il va y avoir cette notion de besoin d'accompagnement. Et donc de dégager un certain nombre de moyens pour faire de telle sorte qu'il puisse y avoir de l'humain dans tout cela. Alors les moyens, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. On sait qu'il y a France 2030, on sait qu'il y a des moyens qui sont mis. Est-ce que ça fait partie de la solution aussi? Il faut des sous, mais si l'État cherchait s'il y avait une transformation, une réforme à faire, à mon sens, c'est qu'il faut réintroduire l'émergence de ce secteur que la puissance publique a accompagné ou subi, c'est selon, mais pas anticipé. Dans des visions de long terme. Alors, il y a une institution qui a été créée il y a quelques années, 1 an ou 2, qui ne sert à rien pour l'instant, mais qui là aurait une utilité, le plan. Comment finalement on redonne à la puissance publique la capacité d'anticiper vraiment la transformation considérable que ça produit, comment elle gère les 3 risques qu'on a parlé, cybersécurité, Léviathan et l'écologie, enfin les bilans carbone et numérique, comment on fait un équilibre entre l'humain, c'est réintroduire le long terme pour que de l'émergence incroyable de cette technologie qui a presque surpris la puissance publique, qui l'a prise en main, il y a eu des opportunités. Comment c'est plus une opportunité, comment c'est plus une commodité, mais c'est une politique maîtrisée, pensée et maîtrisée. On sait que vous avez travaillé sur l'e-identité, notamment, ça fait partie des avancées. Et puis, comment vous voyez se poursuivre, vous, le partenariat que vous avez déjà avec l'État depuis de nombreuses années maintenant? Alors, si je devais prendre un exemple assez concret, si on devait être en capacité d'accompagner l'État sur un sujet, j'aimerais qu'on se penche un peu sur, on sort d'une période électorale assez dense, sur le vote en ligne. Parce que je pense que maintenant, le citoyen est prêt à passer une étape supplémentaire dans l'accessibilité à différents services. Moi, je suis assez persuadé, et je suis prêt à prendre des paris, que si demain, pour les prochaines élections, on était en capacité de voter en ligne directement depuis son smartphone, les taux d'abstention seraient très probablement significativement réduit. Je ne suis pas tout à fait sûr. Et les jeunes peut-être seraient plus intéressés? Je pense qu'il faut sacraliser la démocratie et que le fait de se déplacer dans la mairie pour exercer son devoir de citoyen une fois par an et grand maximum, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et très objectivement, je ne suis pas sûr que c'est les résultats que l'on escompte et même peut-être au contraire à certains égards. En tout cas, ça fait débat, ça c'est certain. Oui, ça fait débat, ça fait débat, mais la transformation numérique, à un moment donné, c'est l'innovation dans l'usage et dans l'accès aux services. Vous travaillez par exemple là-dessus, c'est quelque chose que vous pouvez proposer? Non, ça là-dessus on ne travaille pas. On travaille effectivement sur les sujets de l'identité, avec France Identité d'une manière assez forte, puisque c'est un sujet interministériel qui est assez complexe, donc on a besoin de sécuriser tout un tas d'éléments et puis d'être en capacité également de rendre tous nos terminaux compatibles avec cette technologie. Donc on y travaille bien sûr avec les ministères concernés. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette émission sur la transformation digitale des services publics pour l'Hémicycle TV.